Génie de Bugatti, Eh oui. pragmatique. Il fallait que ce soit beau, pratique, costaud, confortable. Alors bienvenue dans Un véhicule, une histoire. Aujourd'hui, on va parler ferroviaire. Alors je vous rassure, on parle pas du tramway de la porte de Versailles, non. On parle du fameux autorail Bugatti exposé à Rétromobile qui était propulsé par le non moins célèbre moteur de la Bugatti Royale. Et pour en parler, je reçois Sylvain Verneret, le directeur général de la Cité du Train de Mulhouse. Merci de nous accueillir dans ce lieu magique, au sein d'un lieu magique, puisqu'on est dans l'autorail, le fameux autorail Bugatti, qui est un peu l'attraction de cette édition du salon. Il vient du musée du train, la Cité du Train à Mulhouse. Exactement. Bon, bah écoute, si tu m'autorises, on va peut-être s'asseoir et profiter Avec du confort plaisir. de cet autorail des années 30. Au début des années 30, le krach boursier de 1929 et la grande dépression qui s'ensuit font des ravages. Ettore Bugatti se retrouve avec un stock de 25 moteurs sur les bras, ceux de sa fameuse Royale, la voiture des rois, trop chère, trop grande, que personne ne peut plus s'offrir. Chef d'entreprise averti, autant que génie mécanique, il flaire le bon filon. Les compagnies ferroviaires, inquiètes de la nouvelle concurrence de l'automobile, cherchent à moderniser leur réseau. En 9 mois seulement, Ettore et son fils, Jean, conçoivent un autorail rapide propulsé par ces fameux moteurs. Le résultat, un autorail capable de frôler les 200 km/h dès 1933. Et pour asseoir la légitimité de l'engin, c'est le président de la République, Albert Lebrun en personne, qui effectuera le voyage inaugural entre Paris et Cherbourg. Il y a eu un peu moins de 90 exemplaires au total. 88 pour être très précis. Et donc les derniers ont été réformés à la fin des années 50. Alors, carrière de cette série début en 1933 exactement. Pour la plupart, ça a circulé pendant 20-25 ans. Celui-ci a eu cette chance énorme d'avoir été repris ensuite par SNCF qui l'a transformé en véhicule d'essai. Donc, c'est pour ça qu'il a été préservé. Les autres ont malheureusement été détruits, disparus. Et donc, finalement, c'est le dernier exemplaire au monde. C'est un véhicule historique à tout point de vue. C'est notre patrimoine. C'est du patrimoine, évidemment. J'aime beaucoup dire ça, sans chauvinisme, mais on a de quoi faire un vrai cocorico. C'est français. On peut. Parce que même si le nom de Bugatti sous-entend ses origines italiennes, mais je rappelle quand même qu'il était français, Ouais. alsacien. Ouais. Et donc, on a une vraie fierté, effectivement, à pouvoir présenter ce matériel qui est du patrimoine, qui est historique, qui est un condensé d'innovation absolument incroyable et donc quelque chose qui est vraiment remarquable. Donc ça, si j'ai bien compris, on est dans ce qu'on appelle un modèle présidentiel. Oui. À l'époque, en 34 très précisément, le président Albert Lebrun a fait un voyage inaugural à bord de cet autorail. Il allait à Cherbourg. Exactement. Ah, tu vois, je me suis informé. Je vois ça, c'est sérieux et professionnel. Et donc, en fait, il a pris le nom de présidentiel. Il n'a pas eu d'équipement particulier pour ce voyage, mais du fait de son voyage, on l'a surnommé présidentiel. Et donc, cette version-là, parce qu'il y a eu 6 versions différentes, je crois. Effectivement. Cette version-là, donc la version dite présidentielle, il y a eu 6-8 exemplaires. Oui, alors, c'est vraiment la petite série. Ouais. Effectivement, plus court que d'autres versions et motorisé puisqu'il y a différents nombres de moteurs dans les différentes versions et celui-ci était la plus grosse motorisation avec ses 4 moteurs de Bugatti Royale. C'était le moteur le plus puissant de la gamme chez Bugatti. Alors, c'était le plus puissant de la gamme chez Bugatti et pour l'époque, c'était aussi très certainement un des plus puissants qu'on pouvait trouver sur le marché puisque ce sont des moteurs 8 cylindres en ligne, 12 litres 7 de cylindrée, ce qui est quand même pour l'époque colossal et qui développait dans la voiture, la Bugatti Royale, 300 chevaux, un tout petit peu réduit dans les autorails puisqu'on était passé à 200 chevaux. D'accord. Bon, donc on est quand même sur une cylindrée, en gros, de 50 litres. C'est à peu près ça. C'est juste un truc À de peu dingo. près ça, effectivement. Bon. Évidemment, comme c'était des moteurs essence, c'est aussi ce qui les a un petit peu tués après. La consommation sur un véhicule comme ça doit être complètement faramineux. En moyenne, c'est assez simple à calculer. Pour quelqu'un comme moi qui est nul en maths, un moteur de Bugatti Royale, on dit que c'est 1 litre au kilomètre. D'accord. Donc là, 4 moteurs, 4 litres au kilomètre. D'accord. Donc ça donne tout de suite la notion. Donc c'est 400 litres au kilomètre. Voilà. 400 litres au 100 kilomètres. Exactement. D'accord. Ce qui est important de rappeler, c'est la vitesse pour l'époque, qui est assez surprenante quand même. Vitesse d'exploitation, 130-140 km/h. Et Bugatti, toujours à la recherche de la performance, décide de battre un record du monde de vitesse en 34 précisément. Il va tenter, c'est Jean Bugatti qui va se mettre aux manettes, et son ambition, c'est de battre les 200 km/h. Et pour l'anecdote, Jean Bugatti n'y parvient pas,
il frise ce record, il roule à 196. Et l'anecdote dit que Ettori a piqué une colère monumentale parce que le record n'avait pas été battu. Et donc, 200 km/h, là encore, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Je le dis toujours en plaisantant, mais c'est la réalité. Le Français moyen est sur un petit chemin de campagne au bord de la voie ferrée avec un char à bœuf. Oui. On a les premiers tacos. Et oui. Et d'un seul coup, il y a une sorte d'ovni sur rail C'est ça. qui passe à 200 km/h. Presque 200 km/h. Presque 200 km/h. C'est complètement dingue. On est Hallucinant. quand même au milieu des années 30. Exactement. Le fonctionnement, parce que c'est vrai que ça peut surprendre notamment les gens plus jeunes qui, par définition, n'ont pas connu toute cette épopée-là. Le conducteur n'est ni à l'avant ni à l'arrière. Il est au centre, avec une petite tourelle qui lui permet de voir, entre guillemets, ce qu'il fait. Génie de Bugatti, Et oui. pragmatique. Mhm. Il fallait que ce soit beau, pratique, costaud, confortable. On est à l'époque, dans les années 30, de la vapeur, des premiers diesels, des premières électriques. La vapeur, une seule cabine, on arrive le soir au dépôt, il faut la passer sur un pont tournant pour la réaxer dans le bon sens. L'électrique, le diesel, c'est le mécanicien qui change d'extrémité dans sa machine. Et Bugatti, logique, se dit, mais on va arrêter ça, on met un poste de conduite central. En hauteur. En hauteur, avec une vigie qui permet de conduire, de voir à 360 et de conduire dans n'importe quel sens. Incroyable pour l'époque, ça paraît stupide d'en parler aujourd'hui, encore fallait-il y penser. Et une multitude d'autres innovations, on en a parlé avec les fauteuils réversibles, Oui. qui permettaient aux voyageurs de se mettre dans le sens de marche, de constituer des carrés, des innovations qui, là encore, sont flagrantes quand on observe l'autorail de l'extérieur, ce profil extrêmement aérodynamique, la recherche effectivement de la performance, et je le dis souvent, mais ça me semble pas être exagéré, quand on voit le profil de cet autorail, on se dit que finalement, quelques décennies plus tard, on voit la future ligne du TGV. Exact. Là, on change de sujet tout en restant dans le même sujet, quelque part. Évidemment, quand cet autorail a été récupéré, il avait donc été transformé par la SNCF pour devenir un engin de mesure. Il a fallu tout restaurer. Comment ça s'est passé? Parce qu'ensuite, il a fallu refaire tout l'intérieur comme il était à l'époque. Alors, on avait la chance, et toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est un peu moins simple, mais à l'époque, il y a partout en France des ateliers SNCF qu'on appelle aujourd'hui les technicentres, qui sont tous spécialisés dans un domaine ou un autre. Un atelier très connu, le technicentre de Bischheim, où ils font des rétrofits complets, notamment des rames de TGV. Et il y avait donc des ateliers qui étaient spécialisés dans l'entretien de ce genre de matériel, avec, à l'époque, et c'est ce qui nous a sauvés, encore une connaissance des savoirs qui ont peut-être aujourd'hui malheureusement disparu. Il y avait les plans de l'époque, il y avait le savoir-faire, il y avait la capacité à reproduire des matériaux, comme notamment La sellerie. toute la sellerie Bien qui a sûr. été refaite avec le tissu refait à l'identique. Et donc, c'est ce qui a permis effectivement de remettre cet autorail dans sa configuration initiale. Là, il y a quand même une restauration complète qui a été faite, intérieure et extérieure. Il y a un travail sur la carrosserie, que ce soit de carrosserie ou de peinture, qui est juste exceptionnel. Et c'est ça qui est formidable, c'est que dans ce genre de véhicule, d'engin tellement atypique, c'est que ça va au-delà de la passion de l'objet en tant que tel. Si l'attraction que génère cet autorail à rétromobile, il est fantastique. Ah ben pour nous, cité du train, patrimoine SNCF, venir à la rencontre de ce public parisien et international, parce que l'événement a une ampleur internationale. Oui. Et donc, en définitive, c'est une vraie opportunité pour nous. Et puis, tu viens de le dire, la passion. C'est-à-dire que, pour exagérer un tout petit peu, on pourrait se contenter d'avoir un très très beau musée et cette collection qui est fantastique en statique. En ce qui me concerne, et j'ai la chance d'avoir des équipes au musée qui me suivent, ce qui nous excite, c'est de relever des challenges de ce niveau-là. Et on est quand même sur, à notre niveau, un challenge plus qu'important à tout point de vue. Et finalement, d'avoir, sans prétention aucune, d'avoir la fierté de se dire, on a encore réussi à faire cette chose-là qui est complètement incroyable. Donc c'est assez impressionnant. Rien que le transport du véhicule, de l'autorail, est à lui tout seul c'était une vraie aventure que j'ai suivie de bout en bout pour deux raisons. Premièrement, parce que je me dois de veiller sur les bonnes conditions de transport, et puis pour ne rien cacher, parce que ça me passionnait. Bien Il sûr. y a eu une excitation assez incroyable, mais c'est très très spectaculaire. On a fait là très précisément entre Mulhouse et Paris 600 km, puisque on a des itinéraires imposés, Bien évidemment, avec des détours. 600 km. On a eu un accueil formidable. On est passé dans des endroits mythiques comme Colombey-les-Deux-Églises, et on a pu faire quelque chose qui restera dans mon souvenir, une photo du convoi au pied de la Croix de Lorraine, et Michel Bugatti nous a fait le grand plaisir de venir à notre rencontre avec sa Bugatti 40. Génial. Donc, on a une photo complètement historique. Donc, si on veut voir cet engin et beaucoup d'autres,
Évidemment, il faut aller chez toi, où tu travailles avec toutes tes équipes, à la Cité du Train, à Mulhouse, qui est évidemment un lieu pour les passionnés de ferroviaire qui est complètement dingue. Alors, pour les passionnés de ferroviaire, et pas que. Et pas que. Le plus grand musée ferroviaire d'Europe, 6 hectares d'exposition, 150 matériels roulants exposés. Ce qui fait vraiment la richesse de notre collection, c'est que tous les matériels qu'on présente sont tous d'origine. La plus ancienne locomotive date de 1844. Et en fait, la taille de cette collection nous permet de présenter toute l'histoire du chemin de fer en France, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on termine la visite en découvrant une motrice de TGV. En conclusion, l'autorail Bugatti a transformé un échec commercial en prouesse ferroviaire. Et il faut d'ailleurs reconnaître que Ettore Bugatti, sans le savoir, a créé un petit peu l'ancêtre du train à grande vitesse à la française. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez partager, vous pouvez liker, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Un véhicule, une histoire.